Alors, troisième volet. Troisième volet de la fête de Pessah, bien évidemment. Alors, dans la fête de Pessah, il y a un point qu'il n'y a pas ailleurs, c'est dans l'après-midi d'avant Pessah. Donc cette année, on va changer l'heure. Tout le monde va changer l'heure. Nous, on change jeudi soir, demain soir. On avance d'une heure, ouais. Et en Europe, ils changent samedi soir. Toujours un jour avant le jour où les gens ne travaillent pas, quoi, pour que les gens soient moins déstabilisés pour le réveil. Donc on va avancer d'une heure. Il y a un principe Choref Achora, en hiver on recule, Kaïtz Kadima, en été on avance. Voilà, c'est facile à retenir. Donc cette année, le midi ou minuit, va passer à 1h moins 20. Au lieu que ce soit midi moins 20, ce sera 1h moins 20. On perd une heure de sommeil, puisque quand vous vous réveillez, il n'est pas 6h, il est 7h. Mais vous avez une heure de plus dans l'entrée du Shabbat, dans la sortie, etc. Donc le midi aussi va passer de midi moins 20, 1h moins 20. Et je ne m'engage pas pour l'Europe, l'Amérique, je ne sais pas, ce que les gens qui nous regardent se renseignent. Donc à partir de 1h moins 20, vendredi, c'est-à-dire avant que la fête ne rentre, c'est pas comme les autres Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, c'est pas comme les autres fêtes. Les autres fêtes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, soit pour la fête ou soit en dehors de la fête. Là, ce sera différent. À 1h moins 20, le vendredi, c'est l'heure où on offre le Korban Pessah. On offre le Korban Pessah. Le Korban Pessah, que Mashiach vienne ou que Chas v'Shalom il ne vienne pas, le Korban Pessah, on l'offre toujours dans l'après-midi du 14. Donc dès que le soleil bascule et que l'après-midi commence, on Beth Amikdash, on ouvrait les portes et les gens venaient offrir leur agneau avec leur liste de la famille, de leurs amis, etc. Donc, qu'il y ait le Beth Amikdash ou pas, ça ne change rien. On n'a pas le droit, c'est considéré comme un jour de fête déjà. C'est considéré comme une fête. Et donc on n'a plus le droit de faire des travaux comme Shabbat ou comme la fête. Donc on ne peut faire que des choses qui sont liées à la fête. Que des choses qui sont liées à la fête. Par exemple, si quelqu'un veut réparer une voiture, par exemple, ou alors il a une heure de vide à la maison, il dit tiens, je vais réparer mon ordinateur, ou je vais faire du bricolage dans la maison, dans la cuisine. Si c'est pas pour la fête, il n'a pas le droit de faire. Et plus que ça, même les métiers comme le coiffeur, comme le cordonnier, ou le teinturier, etc., même tout ça, on ne fait plus à partir de l'après-midi. Donc si les gens doivent aller, les gens d'avant, ils disaient au coiffeur. Tous les gens qui doivent aller chez le coiffeur, homme ou femme, il faut qu'ils y pensent avant 1h moins 20. Donc il faut faire ça maintenant, jusqu'à vendredi à 1h moins 20. Et il ne faut pas dire oh bah c'est pas grave, puisque je le fais pour la fête, je peux aller donc me couper les cheveux après 1h moins 20. Non. Et en plus il va y avoir l'Omer, donc on ne pourra pas se couper les cheveux non plus pendant plusieurs semaines. Donc tout ce qui est travail, parmi les 39 travaux du Shabbat, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire avant, eh ben, comme on dit chez nous, tu l'as mangé, Achalta Ota.
Tu l'as dans le baba, comme on dit. Donc tout ce qui est pour la fête, ça on peut le faire. Voilà, nettoyer la maison, cuisiner, éplucher des légumes, et même faire des travaux indispensables à la fête. Vous avez une chaise qui est un peu détraquée et vous en avez besoin pour le soir, par exemple. Ou alors vous voulez mettre des coussins pour que les gens soient donc vous voulez coudre le coussin pour pas que les plumes elles sortent ou pour pas que ça ait l'air d'être chiffon, quoi. Ou alors vous vous rendez compte, votre vêtement de fête n'a pas été repassé, ou il manque un bouton, il manque un ourlet, etc. Tout ça on a le droit de faire parce que c'est pour la fête. Mais si c'est en prévision de l'Omer, par exemple, je dis après l'Omer, je pourrais pas avoir des habits bien, je vais en profiter pour me repasser une robe, parce que j'en ai besoin pour la Mimouna. Après la Mimouna, j'ai les fiançailles de je sais pas qui, un Vort, donc je vais repasser. Non, ça tient pas le droit, parce que c'est pas pour la fête. Donc tout ce qui est pour la fête, on a le droit, et tout ce qui est même si c'est un travail, sauf coiffeur, linge, laver du linge non plus on n'a pas le droit. Donc tu peux pas dire je vais mettre une machine en marche dans l'après-midi de vendredi, tu peux pas faire ça, puisque c'est les travaux, des travaux spécifiques qu'il fallait penser avant. Maintenant quand ce sera Chol HaMoed, donc dimanche, à partir de dimanche pour nous, et lundi pour les gens de Rousse-la-Haaretz, alors il y a des permissions pour les familles nombreuses, par exemple, qui ont plein d'enfants et qui ont peur qui n'ont pas assez de linge de rechange, etc. On a le droit d'une machine en marche à Chol HaMoed. Sinon, non. Non, on ne peut pas mettre une machine en marche pendant le vendredi. D'accord? Et donc, ça c'est spécifique à Pessah, puisque après midi, c'est l'heure de l'offrande du korban. Et donc, quand on offrait un korban, même un korban privé, le jour où on offrait un korban, c'était un Yom Tov. Donc, si c'est pour moi un Yom Tov, donc à plus forte raison, si tout le peuple juif, c'est un Yom Tov pour lui, qu'on est obligé de faire ça, même si on n'habite pas dans un endroit où on doit faire le korban. Si on habite à Paris ou à Rome, on va pas faire le korban. Mais malgré tout, puisque tout le monde offre le korban à ce moment-là, je suis soumis à la même règle de Erev Pessah. Et donc si quelqu'un a oublié de se couper les cheveux, par exemple, alors il n'y a qu'une permission, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est le bonhomme qui a pris son avion de Paris ou de New York, et il a mal calculé son affaire. Il a dit bon, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur avant de voyager. J'irai vendredi matin à Tel Aviv. J'arrive à Tel Aviv, je vais vendredi matin. Manque de bol, manque de chance. L'avion a un peu de retard. Il se retrouve avec la voiture et les embouteillages. À 1h moins 20, il arrive avec ses valises et il n'a pas été chez le coiffeur. Alors lui, il aurait le droit parce qu'il a eu un cas de force majeure. Donc, ou ce bonhomme-là, ou un prisonnier, ou un malade qui a été libéré de l'hôpital juste avant la fête, lui, il a le droit de se couper les cheveux par quelqu'un gratuitement. Par quelqu'un gratuitement. Donc, ou un goy payant, ou un non-juif en le payant, puisque lui, le goy, il n'a pas d'interdiction de travailler à ce moment-là, même pour moi, ou un juif gratuitement. Sauf si c'est un juif qui est dans le besoin. Par exemple, quelqu'un qui a besoin pour la fête de 40 shekels, 50 shekels, et que ça va bien l'arranger s'il fait une petite coupe de cheveux. Là, comme il a besoin pour la fête, donc c'est comme si j'investissais pour la fête, j'ai le droit. Mais demander à un professionnel qui n'a pas besoin d'argent de me faire ça, j'ai pas le droit s'il est juif. Je peux lui demander que s'il est goy. Et
Et comme je dis, seulement dans le cas où j'ai été contraint. Mais si moi je ne suis pas contraint, j'avais qu'à y penser aujourd'hui ou demain ou vendredi avant 1h moins 20. D'accord? Pareil pour les lessives et tout ce qu'on veut faire, il faut le faire avant le 1h moins 20. Vous avez compris? Donc il ne faut pas dire, c'est comme un RF Shabbat normal, tant que, avant l'allumage des bougies, je peux bricoler, je peux faire des tas de trucs, je peux même demander à un électricien de me faire un travail, bien que je n'en ai pas besoin spécialement pour Shabbat, mais lui ça l'arrange. RF Pessar, j'ai pas cette permission. D'accord? Voilà, ça c'est une mitzvah particulière de RF Pessar qui n'existe pas dans aucune autre fête. Voilà. Maintenant, le soir du Seder, donc on a dit l'essentiel dans la fête de Pessar, c'est pas comme les gens y pensent, Rametz. C'est pas la chasse au Rametz l'essentiel. L'essentiel de la fête de Pessar, c'est la nuit du Seder. Homme, femme ou enfant, c'est ça l'essentiel. Donc il faut dormir avant, si on a peur de s'endormir sur la table. Il vaut mieux faire une bonne sieste avant, ou dormir tôt jeudi soir, ce qui est presque impensable, à moins d'être dans un hôtel, mettre les pieds sous la table. Mais en règle générale, les gens, ils bombent, ils bourrent. Qu'est-ce qu'on a à manger Qu'est-ce qu'on fait à manger, Birka? Tout ce que vous voulez, ah oui, sauf du Hametz. Donc, bon, très rapide. donc, comme c'est très important de passer une soirée d'éducation, de tranquillité et d'expérience de la sortie d'Égypte, donc il faut absolument se concentrer là-dessus, d'accord? Donc et ça c'est, il faut le dire spécialement aux femmes parce qu'en général les femmes sont mortes de fatigue et elles se disent bon. Les mitzvot, je vais les faire, manger la matzah, le maror, les 4 coupes de vin ou de jus de raisin. Mais la Haggadah, c'est trop long, je comprends rien. Pendant qu'ils vont lire les hommes dans la salle à manger, moi je suis à la cuisine et je vérifie que ma soupe elle va pas brûler ou que mes salades elles vont pas être tournées. On te dit non madame. La fête de Pessah, c'est la liberté, même pour les femmes. Il y avait ce matin un garçon, un Constantinois, vous voyez, alors, il dit, c'est facile, une fois qu'on a fait le deuxième verre, après le deuxième verre, on se lave les mains pour manger le matzah. Alors il dit, comment ça marche? Les femmes se lèvent et elles nous lavent les mains. Il dit, c'est comme ça à Constantine, les femmes se lèvent pour laver les mains aux hommes. Je dis alors que les hommes, ils ont le droit de sortir d'Égypte. Et les femmes, vous les laissez en esclavage. Alors je dis, si votre femme, elle ne veut pas se lever pour vous laver les mains, comment on fait? Alors il me dit, non, c'est comme ça. Je dis, mais pourquoi c'est pas écrit? C'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de l'écrire. Donc effectivement, il y a des femmes qui accepteront de laver les mains, ou des filles qui laveront les mains à leur père ou à leur mari ou à leur fils. Mais il y a plein de femmes qui diront, bah, tu te débrouilles tout ça. La cuisine est par là. Alors en général, bon, alors, tout le monde se lève, tout le monde va se laver les mains. Et évidemment, quand on se lave les mains, on fait la bracha, puisqu'on va manger du pain. Même si c'est du pain azim, c'est du pain quand même. D'accord? Donc les femmes ne doivent pas dire moi je fais les mitzvot, mais la Haggadah je fais pas. La femme doit faire la Haggadah comme les hommes. Donc si elle sait lire en hébreu, inématov. Si elle ne sait pas lire en hébreu, qu'elle prenne une Haggadah dans la langue qu'elle comprend, en ladino, en yiddish ou en espagnol, ou en français. Donc il faut avoir un texte devant soi pour suivre les opérations qu'il y a dans la Haggadah, ce qu'on raconte sur les plaies, sur la sortie d'Égypte, etc., etc.
D'accord? Et en tous les cas, il y a une opération fondamentale que les femmes doivent faire, c'est ce que dit Rabban Gamliel dans la Haggadah. Il dit toute personne qui n'a pas dit ces trois choses n'est pas quitte de son devoir. D'accord? Alors en algérien, ça donne Pesha, Massa ou Maror, qui se traduit en hébreu par Pessah, c'est-à-dire le Korban, la Matzah et le Maror. D'accord? Les trois choses qui sont la base même du tout le Seder. Pessah, Matzah ou Maror, les trois trucs. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Pessah, en Galout, il n'y en a pas. La Matzah, c'est la mitzvah de la Torah. Et le Maror, c'est la mitzvah des Rabbanan. Donc on va crescendo, quoi. On va décrescendo. La mitzvah qui est fondamentale s'il y a le Beth Amikdash, et s'il n'y en a pas, elle n'existe pas. La Matzah, qui reste d'Oraïta, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, et le Maror, qui est de Rabbanan, s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais l'interprétation qui est donnée par le Rayat, tout le monde connaît ça, le rabbi précédent, il dit que en vérité, c'est une avodat Hashem qu'on demande, c'est un service de Dieu. C'est quoi la clé qu'il y a là-dedans? Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il te livre comme clé ce soir-là? Il te dit, Pessah, c'est l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir pour t'aider dans la vie. Ça s'appelle Pessah. Alors tout le monde veut ça. Tout le monde veut que Dieu l'aide. Alors tu veux que Dieu t'aide, alors il faut pour cela que tu sois humble. Il faut que tu manges la matzah. La matzah, c'est l'humilité. Donc Dieu aide qui? Les gens humbles. D'accord? Les gens que Dieu aide sans rien faire, c'est les méchants. Mais les gens qui ne sont pas des méchants, comme la plupart des gens, eux, pour que Dieu les aide, il faut qu'ils soient humbles. Il faut qu'ils mangent la matzah. La matzah, c'est l'humilité. Oh, c'est que ça. Maintenant, pour être humble, comment être humble? C'est un grand travail d'être humble. On te dit, il faut maror. Alors, la chassidoute te dit que maror, ça ne veut pas dire l'amertume. C'est pas comme on croit l'amertume. Je suis amer, je suis aigre, je suis métouscal, je suis... Comment on dit métouscal? Frustré. Je n'ai pas un sentiment de frustration. Maror, ça veut dire je sais ce que je vaux dans le bien et dans le mal. Je connais mes défauts et mes qualités. C'est ça la mériroute. Sinon, ça s'appelle la hatzvut. Hatzvut, ça veut dire la tristesse. Ça, c'est interdiction d'être triste. La tristesse, c'est pas bon du tout. Mais la mériroute, c'est très bien. La mériroute, ça veut dire je sais ce que je vaux, je suis extraordinaire dans plein de trucs, et je sais aussi que je suis lamentable dans d'autres choses. Les deux. Je dois ni mettre l'accent sur là où je suis extraordinaire, ni mettre l'accent sur là où je suis lamentable. Je dois avoir les deux devant moi, toujours. Donc si on me demande quelque chose où je suis extraordinaire, je dis « Yo, je suis extraordinaire, c'est moi qui vais faire ça ». Et là où je suis lamentable, je dis « Excuse-moi, c'est pas mon registre. » Et je dois me travailler là-dessus. Ça, c'est la mériroute. Donc quand tu fais ce travail-là, de mériroute, tu arrives à l'humilité et tu arrives donc au miracle de Dieu. Et c'est ce qu'il dit Rabban Gamliel. Ces trois choses-là, c'est indispensable de les avoir le soir de Pessah pour les véhiculer toute l'année. Vous savez très bien que les fêtes juives, c'est pas un truc photo et après ça s'arrête. Non, c'est quelque chose qui est une fois et après ça se prolonge. L'enseignement, comment on dit ça, le message se prolonge toute l'année jusqu'au Pessah prochain. Donc la femme, elle doit être à table pour faire ça. On prend des forces le soir du Seder, pas une fois que c'est fini. Alors en Chutz Laaretz, il se rattrape un peu en disant
Le premier soir, on est crevé, donc on se dépêche. Mais le deuxième soir, on fait vraiment un bon seder parce qu'on a le deuxième soir. Ouais, d'accord, mais le deuxième soir, c'est une coutume. Le vrai soir, c'est le premier. D'accord. Le deuxième soir, excusez-moi, d'accord, c'est déjà Chol HaMoed pour nous. Et c'est déjà ça n'est plus qu'une coutume pour les autres. Donc il faut consacrer, mettre le paquet sur le premier surtout. Le deuxième soir, il a un avantage, c'est que c'est le soir où on a pendu Aman. Le deuxième soir de Pessah, c'est le soir où on a pendu Aman. Donc c'est un jour très important. Mais nous, on doit mettre l'accent sur le premier soir. D'accord. Maintenant, il y a comment on appelle ça? Il y a des impératifs. Il faut manger de la matzah et boire les 4 coupes. Alors aujourd'hui, on a lu un très beau pérouche. Vous savez ça, les trois matzot, ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 patriarches. D'accord? Il y en a qui disent que ça correspond à Cohen, Lévi, Israël, Chesed, Gvura, Tiferet, Bria, Yetzira, Asiya. Et il y a un pérouche classique qui dit que c'est les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les 4 vers, c'est les quatre mères. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Maintenant, quand on fait le motzi, on prend les 2 matzot et demi, puisqu'on a cassé celle du milieu. Au début, avant le seder, on a cassé celle du milieu. On a cassé Yitzhak, c'est les mauvaises rigueurs qu'il y a dans Yitzhak, c'est-à-dire qu'on a enlevé Esav. On a enlevé ce qu'il y a de Esav dans Yitzhak. Donc il nous reste Abraham, Yitzhak et Yaakov, la 3e. Alors, quand je fais Motzi, je prends les 3. Après, je lâche la 3e et je garde la 1 et demi. Et je fais à l'achilat matzah. Donc, pour manger la matzah, je mange la première d'en haut et celle du milieu. Ça fait à l'achilat matzah. Motzi matzah. Maintenant, qu'est-ce que je fais de la 3e? La 3e aussi, je vais la manger. Je ne vais pas la laisser sur la table. La 3e, elle me sert avec le maror. Je vais la manger avec le maror en sandwich. On dit que le maror, ça correspond à Léa. Ça correspond spécialement à Léa, puisqu'il y avait écrit que Léa, elle était toujours les yeux faibles, parce qu'elle avait peur de tomber dans les bras de Esav. Mais en vérité, Léa, c'est la vraie femme de Yaakov. Parce que Rachel, c'est sa femme historique. Mais la vraie femme de Yaakov, qui va donner le Mashiach, etc., c'est Léa. Donc on dit, Rachel, quand on t'a fait kavod, on t'a laissé un des 4 vers, etc. Mais Léa, on va te faire un double kavod. Pas seulement tiens un verre, mais en plus, on te marie avec la 3e matzah, avec Yaakov. Ça veut dire, on te dit, la vraie matzah de Yaakov, c'est Yaakov, la matzah qui reste. Celle-là, on l'a mariée avec Léa. Et parce que Léa, c'était une fille qui a toujours... elle avait ce sujet de l'amertume. Elle savait ce qu'elle valait, et elle a toujours donné à sa sœur, donné aux autres. On a dit, comme tu as donné aux autres, on va te donner la meilleure part. La meilleure part, c'est que le Mashiach descende de toi. La royauté de Yehuda, et en plus, et après, Mashiach. Et donc, on mange la matzah avec le maror, et on doit penser à la venue de Mashiach, de faire le mariage entre Yaakov et Léa. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a écrit dans les secrets de la Haggadah, qu'on trempe le maror dans le charoset. Alors, le charoset, à l'époque du Beth Amikdash,
c'était du hamba. C'était un truc piquant. C'était pas un truc sucré, c'est un truc piquant. Pourquoi à l'époque? Parce que la salade, il y avait des vers. Et on disait que le hamba en question, le charoset, étant donné qu'il était piquant, quand vous trempiez dedans, comme le vinaigre, quand vous trempiez dedans la salade, le verre qu'il y avait dedans, il se sauvait. Donc vous étiez tranquille, vous mangez une salade sans verre. Maintenant, comme le Beth Amikdash a été détruit, on veut rappeler notre souvenir à Dieu. Alors on a décidé que le charoset, au lieu d'être piquant, il est fait de tous les fruits qui sont cités dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. On l'a répété 350 fois, qu'il y a 5 fêtes dans le judaïsme, il y a 5 fêtes. Il y a 3 fêtes de pèlerinage et 2 fêtes de Rabbanan. Enfin, 2 fêtes, une qui n'en est pas une, c'est Tisha B'Av. Et donc, par rapport à ces 5 événements, il y a 5 Megillot. Donc à Sukkot, on lit la Megillah de Kohelet, l'Ecclésiaste, pour dire la vanité des choses. Tu vois, tu habites dans une cabane, tout n'est que vanité. À Shavuot, on lit Ruth, puisque c'est la grand-mère de David Amelech, et à Tisha B'Av, on lit Echa, on lit la Megillah de Echa, de les lamentations de Jérémie. À Purim, on lit la Megillah d'Esther, simplement. Et à Pessah, on lit la Megillah de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Parce que là, on dit, c'est comme la jeune fille amoureuse de son Ratan, qui va le suivre dans le désert, comme nous on était en sortant d'Égypte. Donc on lit Shir HaShirim pendant Pessah. Alors il y en a qui le disent après le Seder, avant de dormir, ils lisent Shir HaShirim, à moitié endormi après les 4 coups. Il y en a qui le lisent dans la semaine. Il y en a qui le lisent comme ça, sans faire attention quand. Mais en tous les cas, dans le Shir HaShirim, si vous l'avez lu, on fait allusion à des tas de fruits. À la pomme, à la poire, à la grenade, à la noix, etc. Donc tous ces fruits qui sont cités dans le Shir HaShirim, on s'en sert pour faire le charoset avec. On fait le charoset en souvenir du Shir HaShirim. Ah, tous les fruits, oui, c'est vrai. Tous les fruits qu'il y a dedans. Bon, alors, il y en a qui trouvent des grenades, des dattes, des noix, des poires, tout ça, c'est la purée qu'on fait. Il s'appelle le charoset. Maintenant, on te dit, quand tu manges le maror, il faut le tremper dans le charoset. Alors, d'après le pshat, c'était pour tuer les vers qu'il y avait dedans. Mais maintenant, on ne va pas tuer des vers, parce que d'abord, on achète des salades sans verre, et puis on les vérifie bien. Et en plus, maintenant, c'est pas vinaigré ce qu'on mange, c'est doux. Donc, pourquoi on mange le charoset? C'est en allusion à charoset. Quand vous prenez les lettres de charoset, ça fait chas, il a pitié, route, il a pitié de route. C'est-à-dire, quand on pense à Léa, quand on mange le marron, on doit penser à Léa. Maintenant, elle s'est mariée avec Jacob. Qui va descendre de ça? Boaz. Mais Boaz, et après le roi David, et après le Mashiach,
Mais Boaz, comment il a pu engendrer le roi David et Mashiach? Parce qu'il s'est marié avec Ruth. Donc on dit, il faut que tu aies pitié de Ruth. Que Ruth qui va sortir de là, tu ne l'oublies pas. Parce que c'est pas que la lignée de Yehuda qui fait venir Mashiach. Il faut que Ruth intervienne. La convertie sainte. Donc on dit, Chas, Ruth, c'est les lettres de Charoset. Donc tu dois faire le mariage de Yaakov avec le Maror. Donc tu maries Yaakov avec Léa. Et tu le trempes dans le Charoset. C'est-à-dire tu associes à ça, pas seulement Boaz, qui est le fils, mais Ruth, pour que Mashiach vienne. Donc on voit bien que d'après le Sod, d'après le secret de la Haggadah, il faut pas se contenter de manger le maror tout seul avec le charoset. Et quand on fait le sandwich de la matzah et du maror, il faut aussi rajouter le charoset. Pour qu'il y ait une allusion totale à la venue du Mashiach. Et donc on enlève les mauvaises rigueurs. Maror, c'est pour enlever les mauvaises rigueurs. Donc quand on a enlevé les mauvaises rigueurs, il reste que des bonnes choses. Vous avez compris? Donc tous ces trucs-là, il faut les connaître quand vous faites le soir du Seder, parce que c'est bourré de secrets très très profonds de la tradition. Cette Haggadah qui a l'air d'être folklorique, symbolique, etc. En vérité, chaque détail qu'on fait est plein de secrets qu'il faut connaître. Donc c'est dommage que les femmes soient à la cuisine pendant que tout ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier la Haggadah avant le Seder. Profiter des jours qu'il y a avant pour fouiller un peu dans les Haggadot pour apprendre des choses très importantes. Maintenant, il y a des gens, il n'y en a pas que peu, il y en a beaucoup, qui n'arrivent pas à manger beaucoup de matzah et qui n'arrivent pas non plus à boire du vin. Alors il y a deux trucs qu'il faut connaître. Si on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut le savoir, que les quantités que la Torah demande de manger, à l'époque, à l'origine, c'était pas des quantités de poids, c'était des quantités de volume. C'était des volumes. Kazaït, c'est comme une olive, donc c'est un volume. Kabetzak, c'est comme un œuf, c'est le volume. Maintenant, les chachamim modernes, ils ont traduit ça en grammes. Parce que nous, on ne sait pas évaluer le volume. Je me rappelle quand j'étais à Guilo, il y avait quelqu'un, c'était un monsieur qui étudie la Torah, et il avait un détail qui lui avait manqué, c'est qu'il prétendait que pour un petit paquet de bamba, c'est des cacahuètes soufflées. Il dit, mais regarde, il y a le volume de kazaït. Je lui dis, mais aujourd'hui on ne calcule plus d'après le volume, on calcule d'après le poids. Et quand tu regardes ce qui est écrit dessus, c'est comme ça, et quand il y a écrit dessus, il y a écrit 25 grammes. Donc il n'y a même pas de quoi faire une bracha finale. Parce que quand tu prends le paquet de bamba, écrase-le, retrouve le volume, c'est pas plus qu'une boîte d'allumettes. Puisqu'il n'y a rien, c'est du volume, c'est du vent. Donc on voit bien qu'on ne va pas d'après le volume, on va d'après le poids. Puisque, d'ailleurs, on voit bien quand vous mangez des bambas, même si vous avez mangé tout le paquet, vous avez le sentiment que vous n'avez rien mangé. Donc on voit bien que si tu te bases sur le volume, tu peux faire des brachot pour rien. Donc quand on dit que le kazaït, c'est à peu près 27 ou 30 grammes, on parle du kazaït d'après le volume qu'on a, nous, des gâteaux qu'on connaît. Mais la matzah, elle, le volume de la matzah, c'est vraiment sa vraie valeur, puisqu'il n'y a pas d'air. Tu prends une matzah, écrase la matzah,
C'est exactement la même chose en tant que matzah ou en tant que poudre. Parce qu'il n'y a pas d'air. C'est pas comme du gâteau avec du levain, etc. Donc à cause de ça, il y en a qui disent que le kazaït de la matzah n'est donc pas 27 à 30 grammes, mais il se réduit à 9 grammes. Donc c'est très important de savoir ça. Entre 9 et 15 grammes, c'est rien du tout. Vous avez le kazaït. Et donc effectivement, ça facilite la possibilité d'ingurgiter, par exemple, 2 kazaït quand vous mangez le motzi matzah, un kazaït quand vous mangez le maror, et 2 kazaït quand vous mangez la ficomane. Moi, je me rappelle à Paris, avant qu'il y ait les Lubavitch et le Rav Rothenberg qui amènent des matzot, des grandes matzot shmurot, on prenait des matzot de Bitton ou de Rosinski, etc. Et donc ils vendaient dans les boucheries, dans les épiceries, ils vendaient des petits paquets de matzah shmura, matzah surveillée. Alors, après coup, moi je rigolais de ça, on rigolait tous de ça, parce qu'on croyait que c'était pas sérieux. Mais en vérité, il y avait le chiour largement de la vie commune. Les gens croyaient que c'était pas sérieux. Ils croyaient que c'était symbolique, mais c'est pas du tout. C'était, en vérité, bien que ce soit petit, c'était largement suffisant pour donner la quantité aux gens de manger la matzah shmura. Pas comme les gens croyaient, on se moque de nous, quoi. Le consistoire, on savait qu'on critiquait le consistoire, d'accord? Le Beddin. Je vous ai raconté d'ailleurs 3 millions de fois l'histoire qu'on connaît. Je vous l'ai raconté la semaine dernière déjà, non? Eh oui, je l'ai raconté la semaine dernière. Mais vous allez l'entendre encore pour la énième fois. Il y avait un monsieur. Je ne me rappelle plus déjà. Ben oui, il y avait un monsieur, il faisait la campagne des matzot. Un monsieur, un Lubavitch, qui distribuait des matzot shmurot, de Kfar Chabad ou de Komemiout ou de Badatz. Il distribuait dans les banlieues comme ça. Il frappait aux portes et il leur donnait 3 matzot, des belles matzot shmurot pour le seder. Et alors il savait que les gens ils avaient des matzot Bitton ou Rosinski ou Eman ou Newman, les matzot carrés ou rondes là. Et un jour il était en Yechidout chez le rabbi et il a dit au rabbi, voilà, tous les ans c'est ma campagne, je donne mon maaser et avec mon argent j'achète des matzot shmurot pour les gens dans les banlieues de Paris. Et le rabbi il a dit bravo, c'est extraordinaire ce que vous faites, c'est très beau. Alors il a dit comme ça les juifs ils ont des matzot cachères. Alors le rabbi il a regardé comme ça, il lui a dit pourquoi vous dites ça? Ah il a dit parce que les matzot qu'on distribue nous elles sont cachères. Mais les autres, le rabbi il a dit sachez qu'en France il n'y a pas de matzot qui soient pas bonnes. Toutes les matzot en France sont bien. Donc ça veut dire que c'est faux, les gens qui croyaient que Bitton et Rosinski c'était du Hametz. Pas du tout, c'est cachère. Ah, c'est pas fait à la main, donc il y a le hidour de la main qui n'est pas. Mais au niveau cache-route, c'est cachère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand vous mangez entre 9 et 15 grammes, c'est pas beaucoup. C'est au niveau du poids, quand vous le voyez quand vous pesez, c'est vraiment pas très impressionnant. En vérité, vous avez le chiour de la matzah pour être quitte. Donc celui qui a un bon estomac et qui est Tarzan, alors qui mange 30 grammes, multiplié par 2, 60 grammes, c'est une matzah entière. Donc il mange, donc ça lui fait une matzah entière pour le début, une demi-matzah pour le maror, et une matzah entière pour la fin. S'il est capable, que Dieu le bénisse, d'accord? Mais celui qui n'est pas capable, alors on lui dit, bah, tu sais, tu as une autre option, celle de manger entre 9 et 15 grammes, donc c'est déjà plus jouable, tu peux jouer 2 fois 15, ça te fait que 30, 1 fois 15 au milieu, c'est facile à jouer, et encore 2 fois 15 à la fin, c'est plus facile à jouer. Deuxième facilité qu'il faut savoir, parce que la Torah n'est pas venue pour nous casser les pieds.
Vous avez vu, la Torah elle est venue pour nous faciliter la vie. Alors, dans le, comment on appelle ça, dans la plupart des livres, il y a écrit, il faut manger en 4 minutes. Oui. En 4 minutes. Alors, amusez-vous à manger 2 fois en 4 minutes. Vous êtes bon à... Vous allez être bon à aller au balcon pour respirer de l'air, quoi. Donc là, alors il y a une... Quand vous ouvrez l'encyclopédie talmudique, alors il vous amène toutes ces chitotes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 16 minutes. Mais il y a une chita qui m'a beaucoup plu, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le Pnei Yoshua. Pnei Yoshua, c'est un grand rave qui n'aimait pas la Chassidut, d'ailleurs, puisqu'il s'est battu contre elle. Il était autant du Maguid. C'était le maître du Maguid. Et le Maguid de Mezrich est devenu chassid, et lui, il est resté anti-chassid. Mais il écrit des choses très importantes, et parmi ce qu'il écrit là-dessus, sur Pessah, sur les Shiurim. Il dit, la Torah, elle t'a jamais demandé 4 minutes, 10 minutes, 20 minutes. La Torah, elle t'a dit, comme tu manges tout le temps, eh ben mange aussi la matzah. Combien de temps tu mets pour manger ton pain le vendredi soir ou dans la semaine? Tu mets une demi-heure, parce que tu es lent à manger. Eh ben mets une demi-heure. Comme tu fais dans la vie, fais comme ça. Pourquoi la Torah va te demander de faire différent de ce que tu manges? C'est une mitzvah de manger, c'est pas une mitzvah. C'est pas en intraveineuse que tu introduis la matzah. C'est pas par le nez. C'est ni par voie. C'est comme tu manges. Il dit comme tu manges. Normalement, tu manges ta matzah. Et donc, comme aurait dit Fernand Reynaud, en combien de temps mange-t-on la matzah? Eh ben, en un certain temps. Tu prends le temps qu'il te faut. Même si tu n'es pas de Marseille. Combien de temps manger la matzah? Un certain temps. Il y en a qui mettent 4 minutes, il y en a qui mettent 14 minutes. Prenez un vieux, ou quelqu'un qui n'a pas de dents, quelqu'un qui n'aime pas ça, ou qui a du mal, etc. Vous pouvez pas lui dire 4 minutes, il va vous envoyer ça... Moi, je me rappelle, ma grand-mère, par exemple, ou les gens d'un certain âge qui étaient à table, à la fin, à la ficomane, ils nous le refilaient à nous. Ils nous disaient, tiens, mange-toi la ficomane. Pour qu'on dise, ouais, mémé, t'as fini? Oui, il n'y a plus la ficomane. Et elle avait refilé au petit-fils. Parce qu'elle n'arrivait pas à manger 2 casetti après le repas. Alors que si vous lui dites, écoute, mémé, c'est 9 et 9, 18 grammes, c'est pas la fin du monde, et puis tu prends ton temps. Ah ben là, elle va réussir, elle va pouvoir le faire. Vous avez compris? Donc si vous ne connaissez pas tous ces trucs-là, vous aurez du mal à faire les mitzvot comme il faut. Donc celui qui a du mal à faire les grands troumrot et les grands hidurim des orthodoxes, au moins qu'il fasse ce qui est jouable pour tout le monde. Ça c'est sur la matzah. Maintenant sur le vin, comme on l'a vu l'autre fois, il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné tout à l'heure, il m'a dit je ne peux pas boire du vin, je suis allergique au vin et au jus de raisin. Alors il faut savoir qu'on peut faire sur sur du jus. Vous achetez par exemple des pommes et vous les faites en jus. Ou alors vous allez dans un magasin naturel et vous vérifiez qu'il y ait 100%. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau dedans. Il faut que ce soit de luxe, Aniti. Voilà. Quand vous achetez par exemple des trucs de super sol, les grandes bouteilles de grenade, hein, vous regardez dedans, il y a 10%, 20%, 30% de grenade, le reste c'est de l'eau ou du sucre. Non, il ne faut pas un truc comme ça, il faut un vrai jus de fruits à midi. Alors soit vous achetez des oranges, vous les faites vous-même, des pamplemousses, ou alors vous achetez dans un magasin de Teva du vrai jus de pomme à 100%, ou du vrai jus de grenade à 100%, etc. En général, ce qui est écrit est respecté dans les magasins naturels. Donc quelqu'un qui ne supporte pas, alors il peut faire les 4 kosot sur des jus. Et c'est pour ça d'ailleurs dans la Haggadah du Admor Hazaken, si vous avez regardé,
il y a écrit à la fin du Seder, il y a écrit, tu dois faire à la Geffen, parce que tu as bu 2 verres à la fin, d'accord? Tu as bu le verre du Birkat Amazon, plus le verre du Hallel. Ça fait encore 2 verres. Et il y a écrit en plus, Boré Nefashot. Celui qui a pris autre chose, il fait le Boré Nefashot. Alors, pourquoi il écrit ça, le Admoazaken? Alors, il parle pour quelqu'un qui aurait, par exemple, pris autre chose en plus, d'accord? Qui aurait, ce que je sais moi, il aurait pris n'importe quoi qui exigerait une bracha finale à la fin, en plus du Geffen. Mais essentiellement la raison, c'est pour celui qui n'aurait pas fait sur le vin, mais qui aurait fait sur un jus. Alors lui, il va faire boire les fachottes sur le jus de pomme. Et ça, on a besoin de le savoir. Il y a des gens qui sont très sensibles les diabétiques, par exemple. Ils ne peuvent pas boire du vin ou du jus de raisin, c'est bourré de sucre. Donc ils prennent un jus, par exemple, le jus de pamplemousse, des jus qui n'ont pas beaucoup de sucre, c'est tolérable. Et il faut le savoir. Vous connaissez l'histoire du Rabbi Levi Tzrak de Berditchev, qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu, le rabbi était avec son shamash, et il dit, est-ce qu'on peut faire le seder avec du lait? Ah tiens, c'est une bonne Il a idée. dit, oui, j'ai une vache, je voudrais savoir si on peut faire le seder avec du lait. Alors, le shamash, il attend, il s'est dit, il va dire oui, on a le droit, le vrai lait, c'est évident que oui. Et puis Rabbi Levi Tzrak, il se lève, il va dans la chambre et il revient avec une grosse bourse d'argent. Et il lui dit, voilà. Il lui dit, oh merci, Kvod Harav. Et avec ça, tu pourras acheter du poisson, de la viande, du vin, des matzot. Il était content, il embrasse le rabbi, il s'en va. Et le shamash, il lui dit, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as fait. Il t'a demandé si on peut faire le seder avec du lait, tu lui donnes de l'argent. Il dit, espèce d'imbécile. S'il fait avec du lait, c'est qu'il a à la maison ni du poisson, ni de la viande, ni rien du tout. Sinon il ne ferait pas le seder avec du lait. Donc il n'a rien à la maison. Ça c'est un rap. Il a compris tout de suite où il voulait en venir, le monsieur. Mais en vérité, c'est vrai qu'on peut faire avec du lait. Mais si tu fais avec du lait, tu ne mangeras pas du msouki après. D'accord? Tu ne pourras pas manger de l'agneau après. Donc ça veut dire que le lait, il vaut mieux éviter le lait le soir du seder, mais en tout cas, les autres jus, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le seder avec de la bière? Oui, si c'est de la bière Kasher le Pessar, mais elle est tellement dégoûtante. Il y a de la bière Kasher le Pessar. Si vous en buvez, vous serez fâché avec la bière toute votre vie, tellement elle est infecte. Donc, c'est pour les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de... Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir comme la bière. Donc ça, on ne parle pas de ces choses-là falsifiées. Il faut voir un vrai jus. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un presse citron, un presse orange, vous achetez dans un magasin de Teva, il y en a plein, des magasins comme ça, ils font du jus de pomme entièrement pomme, grenade entièrement, et Kasher le Pessar, évidemment, pour tout le monde. C'est pour les gens qui ne supportent pas le jus de raisin, ou le vin. Donc il faut connaître tous ces trucs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Autre question, il ne faut pas oublier de vendre son Hametz. Comme il y a plein de gens, quand je reviens de la rabbanoute, quand j'ai donné mes feuilles, et que l'arabe il est déjà parti et il a fermé les portes, il y a des gens qui vous téléphonent, qui vous disent « Oh, j'ai oublié de vendre mon Hametz ». Les gens, ils ont oublié, donc quand ils ont acheté, attention, la mayonnaise X et le papier d'aluminium Y, des détails qui sont inintéressants, ça ils y ont pensé. Mais des choses fondamentales comme vendre leur Hametz, ils l'oublient. Et ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant de... Est-ce qu'il faut savoir exactement où on va mettre le Non, aucune importance. Non, nous, on a besoin de savoir. Pas au moment où vous le vendez. Oui. Mais quand la fête rentre, vous devez spécifier. Non, vous devez spécifier vous-même. Par exemple, moi, je me rappelle très bien que là où je suis assis à la table, il y a derrière moi une armoire où il y a des fourchettes, des assiettes. Alors, avant la fête, mes enfants, ils impriment des trucs vendus. Et ils mettent vendus tous les trucs de Hametz et les vaisselles écrits vendus.
il y en a qui veulent pas écrire le mot chametz, donc on écrit vendu. Vous n'écrivez pas le mot chametz. Ou alors vous mettez un signe, quoi, un signe distinctif. Et alors je me rappelle d'expérience que quand il vous manque quelque chose, il manque une fourchette pour un invité, vous faites comme ça et alors là, comme c'est vendu, donc on ne peut pas ouvrir parce qu'il y a le scotch. Donc c'est pour ça que vous devez savoir où vous mettez le chametz. Pour que vos enfants déjà vous leur disiez ça on n'ouvre pas, ça on n'ouvre pas, et donc la vaisselle et les produits de chametz que vous les fermiez hermétiquement pour ne pas que les enfants viennent par réflexe. Pendant la fête, des fois vous êtes occupé, et puis il y a un enfant qui ouvre le placard où il a l'habitude de prendre ses bislis. Donc il faut scotcher pour qu'il sache que, on n'ouvre pas là, là il y a les bislis de... D'accord ? Ben oui. Donc ce sont des détails qui ne sont pas des détails, qui sont fondamentaux. Sinon, on risque de faire des bêtises pendant la fête. C'est... si on voit du chametz, alors... on parle le premier jour, mais les autres jours, alors... Si on voit du chametz dans la maison, il y a deux choses l'une. Pas le premier jour. Non, peu importe quand. Si vous avez vendu votre chametz, si c'est par exemple une bouteille de whisky, alors c'est évident que vous l'avez vendu. Donc ne vous inquiétez pas, comme vous avez vendu le chametz, vous avez vendu la bouteille de chametz, de whisky. Mais si c'est un chametz dégoûtant, alors là, il y a ça le digne du chametz normal qu'on aurait dû détruire. Et une armania toute sèche qui a séché, ou un paquet de gâteaux qui est déjà ouvert. Il y a déjà de la poussière dedans. Alors là, celui-là, si vous le rencontrez pendant le Chol HaMoed, alors vous le brûlez. Vous le brûlez. Et avant Chol HaMoed, il faut le cacher. Voilà. Si c'est le soir de la fête, vous le couvrez pour ne pas en venir à le tripoter. Et pendant Chol HaMoed, vous le brûlez. Comment on est chayav quoi alors Rien du tout, puisque vous avez annulé avec la bouche. Quand vous avez brûlé le chametz le jeudi soir, vous avez dit à la fin, vous avez dit tout chametz ou le vin que je n'ai pas trouvé ou détruit, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Donc il est considéré comme la poussière, vous l'avez annulé. D'après la Torah, il n'y a pas besoin de détruire le chametz. D'après la Torah, il suffirait de l'annuler par la bouche. Seulement les chachamim, ils ont peur. Ils se sont dit peut-être qu'une personne va changer d'avis et elle va dire c'est dommage, ce beau gâteau qui est bien enfermé, ou cette belle challah enfermée, c'est dommage que je l'ai vendu ou que je l'ai jeté. Non, après Pessah, je vais la manger. Après Pessah, tu vas la manger. Tu as transgressé l'interdiction d'avoir du chametz pendant les 7 jours. Donc pour éviter ce problème-là, les chachamim, ils ont dit, ne te contente pas de détruire le chametz avec la bouche, en disant tout chametz, mais tu dois le détruire réellement ou l'enfermer dans un endroit où tu n'as pas de contact avec lui. D'accord ? Il faut inciter les gens à vendre le chametz, même si, comme ils prétendent, ils n'en ont plus. Il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont plus de chametz. Il y a plein de gens qui me disent non, je ne veux pas vendre. Alors je dis, mais c'est gratuit, hein. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose. Si vous voulez donner quelque chose, la cacha, si vous voulez rien donner, vous ne donnez rien. Non, je ne vends pas de chametz. Est-ce qu'on peut le faire à leur insu? S'ils sont d'accord, oui. Et s'ils disent non, moi je ne veux pas, j'ai pas l'habitude de vendre. Non, attends, il y a une différence. Si ce sont des gens qui ne sont pas religieux et qui ne veulent pas vendre le chametz parce qu'ils ne veulent pas faire la mitzvah de vendre le chametz, ça ne sert à rien que vous leur vendiez, ils n'ont pas fait la mitzvah. Mais si c'est des gens qui, si vous leur expliquiez, ou c'est des gens qui auraient oublié et qui l'auraient fait si vous leur avez expliqué, ça marche. Dans tous les cas, il faut toujours même si vous pensez qu'il n'y en a pas, il faut le vendre. Je vais raconter cette histoire 3 millions de fois. Quand j'habitais à Guilo, nous faisions le matin de Pessah, on descendait toute la la grande rue de Guilo, à Rosemarine et à Ganelet. À Ganelet, et on descendait, on faisait maison par maison. Alors on était une équipe de 4.
exprès pour qu'il y avait un Russe, un Espagnol, un Israélien et moi, et un Français. On est comme ça, toutes les langues étaient couvertes. Les gens qui nous disaient qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut, ben ouais. Alors une fois on était chez un Russe, et les Russes ils se méfient beaucoup des religieux. Quoi. Alors on ouvre la porte, et puis la vieille elle dit à son mari, elle fait Tziganim, Tziganim. Et Tzigan en Russie c'est des gens qui font semblant de rentrer, vous vendent quelque chose et ils volent. Il y a des romanichels comme on dit, des Tziganim. Alors le Russe, il lui parle en russe, il lui fait, on n'est pas des Tziganim. Donc en passant, il y avait une maison, une grosse mezouza, très belle mezouza. On frappe à la porte et je vois un monsieur, genre chasse, tu vois, grosse barbe, grosse kippa noire, grosse chemise blanche. Et on lui dit, monsieur, on est avant l'heure, on va vous vendre le Hametz. Non. Nous, les Irakiens, on ne voit pas le Hametz. Ça n'existe pas chez nous. C'est interdit, on détruit tout. Alors, pendant que mon ami le Russe, il essaie de le convaincre avec son hébreu boiteux, et que l'autre, chacun lui parle, hein, moi qui suis inspecteur de police, je regarde à travers la porte, et je vois au fond, dans un beau salon, une énorme vitre avec toutes les liqueurs au milieu et au milieu trônant une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky. Tadam! Alors je lui dis Slicha, Adonis. Alors je lui dis Slicha, tu veux pas vendre ton Hametz? Il me dit non. Alors mais on n'a pas chez nous, on a tout liquidé hier soir, c'est fini. Alors je rentre, je lui dis, dis-moi, tu sais ce que c'est ça? Il me dit, likorim, c'est des liqueurs. Je lui dis, oui, likorim, mais ça, je lui dis, tu sais ce que c'est? Il me dit, je sais pas, liqueur. Je lui dis, non, c'est pas liqueur, c'est whisky. Et je lui dis, téléphone au Rav Yosef tout de suite, il va te dire, ah! Que le whisky, c'est comme si tu avais un morceau de pain. Les gens, ils savent pas. La bière, le whisky, la vodka, c'est du Hametz, c'est mamache, c'est pas du truc de... Il m'a dit, ah bon? Mais je lui dis, oui, ah bon? Et oui, je lui dis, voilà, dans 1 heure, on n'a plus le droit d'aller Hametz, et toi, le soir du Seder, tu vas faire le Seder avec le Hametz derrière toi. Il m'a dit, ah bon, mais je savais pas. Il dit, alors vends ton Hametz, parce que tu as peut-être d'autres whisky dans le placard. Donc c'est-à-dire, même si les gens, ils disent qu'ils veulent pas vendre, ouais, parce qu'ils croient pas, hein, pour plus de sécurité, faites vendre à tout le monde le Hametz, parce qu'il y a plein de gens qui ignorent. Et le Dramboui, c'est du Hametz. Quoi? Le Dramboui, c'est un whisky de grande classe, c'est du Hametz. La vodka, si elle n'est pas à base de patates, c'est du Hametz. Le gin. Ouais, il y a des gens qui ont des caves de whisky, de bière, etc. C'est évident qu'il faut pas dire moi je n'ai pas de Hametz parce que j'ai liquidé mes pâtes et mes gâteaux. Donc il faut que les gens ils soient précautionneux et qu'ils disent dans le cas où voilà, ça coûte rien et ça voilà, au pire des cas, eh ben, ils n'ont pas transgressé l'interdiction d'avoir du Hametz à la maison. Voilà, donc si vous voulez, il y a cours la semaine prochaine. Si personne ne vient, je parlerai seul, comme d'habitude. C'est notre...